Maintenant qu'on est à huis clos, on peut se le dire. Tout le monde se souvient d'un PSG Barcelone. Le moins original sortirait la remontada de 2016, le plus connu, le classique, le thriller de Michael Jackson. Des joueurs que l'on pensait morts et qui reviennent à la vie sur un miracle. L'ancien sortirait la victoire de 95 du PSG, la première grande émotion, le Billie Jean d'une carrière et la découverte du dernier carré d'une compétition qui illumine les rues. Et puis le genou raconterait la performance de Kylian Mbappé en 2021, bien décidé à montrer que le King of Pop SG, c'est lui, avec une performance sans fausse note. Tout le monde se souvient d'un PSG Barcelone, comme on se souvient d'un album. Alors celui du PSG manque de titres, quand celui du Barça commence à être rayé, mais un nouvel album en commun va se jouer mercredi prochain, This Is It. Salut à tous, le football est de retour sur FT Sport. Alléluia. Corcovado quoi. Enfin, on aime bien les autres sports, mais si aujourd'hui on parle de ballon, ce sera sûrement pas un ballon ovale pour les amateurs de casseurs de glaçons. Si on parle de crampons, ce sera sûrement pas les crampons de Thibaut Pinot avant d'abandonner au col du Galibier. Et si on parle de Formule 1, c'est que Manu a booké un hôtel pour son match de national. Voilà. Les gars, on tape sur nos autres émissions qui cartonnent comme ça. Ah ouais, attends. On tape sur des disciplines, pas sur les émissions. Ah d'accord. Les émissions et les incarnants sont magnifiques. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, je suis nouveau dans ce poste, dans ce rôle. Moi, le jeune qui rentrait pour mettre un peu de jus en fin de match, on a décidé de me mettre titulaire. Par choix ou par manque de solution, visiblement. Mais attends, pas que titulaire, t'es titulaire en numéro 10. C'est-à-dire que le coach, c'est Luis Enrique. Il a décelé un truc, il t'a mis numéro 10 dans le cœur du jeu, il t'a dit allez, vas-y, grand. Aucune préparation et tout, bravo. Si c'est Luis Enrique, dans 2 matchs, je suis arrière droit. Donc c'est un peu risqué, mais vu qu'un joueur ne peut pas gagner un match tout seul, je suis évidemment accompagné de 2 joueurs d'expérience. À ma droite, il a arrêté sa préparation du match Épinal-Avranches pour venir parler de PSG Barcelone. Mon Manu, comment ça va? Les filles, mais moi ça va. Est-ce que c'est les ballons du Sofitel qui nous ont envoyé? C'est la question que je voulais poser, pardon, excusez-moi, la Fédération Française de Football. Ça va pas, avec qui on fait des belles choses. Alors ce soir, c'est, parce qu'on enregistre le vendredi, il faut le dire. Nous sommes vendredi au moment où ça sort. C'est un Red Star Chamois-Niortais qui, les passionnés de National savent, c'est l'affiche à ne pas manquer dans une saison. L'étoile rouge. Le premier contre le deuxième. Red Star qui a monté en Ligue 1. Ligue 2. Ligue 1 sans doute, Ligue 2 c'est plus probable. C'est plus probable. En face de toi, son joueur préféré c'était Ronaldo R9 et en 2024 il a bon goût. Il a jamais été aussi proche de lui ressembler. Thomas Dupont. Alors seulement balle au pied. Balle au pied. Je t'ai vu jouer le week-end dernier, t'as été magnifique. Quel plaisir de vous retrouver dans huis clos. Grave. Merveilleux. Joli nom d'émission. Dans ce petit espace. Mais oui, huis clos parce qu'on est dans un petit espace un peu restreint. On profite de la Coupe d'Europe évidemment pour revenir, mais on va pas se calquer que sur la Coupe d'Europe. Non. Voilà, s'il y a des énormes news qui tombent, des transferts, des licenciements, des énormes infos, et on fera une émission à peu près 2 fois par mois. Voilà, on va pas se priver. D'ailleurs, pour l'occasion, pour le retour du foot, Thomas, on fait un petit cadeau pour nos fans de football, un petit cadeau qui est très beau en plus. Absolument, huis clos et ambiance Noël aujourd'hui, donc un beau cadeau. Il y a l'Euro 2024 qui va commencer dans pas longtemps. L'équipe de France fait partie des grandes équipes favorites. Ouais. Et bien pourquoi pas aller gagner sur les réseaux sociaux ce beau maillot que je trouve particulièrement réussi, made in 70s. Magnifique. Donc voilà, si tu veux porter un maillot de l'équipe de France en juin pour un nouveau titre, pourquoi pas, de l'équipe de Aimé Jacquet, j'allais dire de Didier Deschamps, et bien ça se passe sur les réseaux sociaux. Aimé Jacquet, incroyable. Et il paraît que si tu likes la vidéo, t'as 3 fois plus de chances de gagner le maillot. Oui, tout à fait. Alors il y aura un tirage au sort parmi les gens sur les likes et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Voilà, le football est de retour et promis, on s'installe. Maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir se plonger dans la grande preview de PSG Barcelone. On peut entrer dans le huis clos. PSG Barcelone, le match a lieu donc mercredi prochain, le 10 avril, match aller au Parc des Princes. Avant qu'on se plonge dans la preview des quarts de finale, les gars, on va se refaire rapidement le parcours des 2 équipes dans cette Champions League. Le PSG qui a terminé 2e de son groupe et qui a éliminé la Real Sociedad en 8e de finale. Thomas, quand t'as vu la Real Sociedad, évidemment c'était un tirage facile, mais les Parisiens s'en sont quand même bien sortis. Ouais, bah on rappelle quand même que c'était la pire phase de qualification en groupe absolument de l'RQSI. Il fallait ensuite avoir un petit peu de chatte pour tomber sur un tête de série moins fort. Bah c'est tant mieux pour le PSG. Il faut bien que que de temps en temps tu aies un peu de chance pour pouvoir passer des tours. Hein. On se souvient du Final 8 il y a quelques années maintenant, c'était en 2020. Le PSG a eu
eu beaucoup de chance, c'était allé en finale. Donc voilà, ils ont en tout cas fait respecter leur rang. C'était la bonne nouvelle de la double confrontation. Le PSG était meilleur et s'est montré largement à son avantage sur ces deux matchs. Mais t'as raison de revenir, Manu, sur le groupe de la mort qui avait été annoncé comme ça. Il y avait Milan, Dortmund et Newcastle. Bon, en vérité, ça n'a pas été vraiment le groupe de la mort parce que les équipes t'es sûr quand même elles n'étaient pas vraiment au niveau attendu par rapport à la saison d'avant. Ok, on va dire. Voilà, il y a eu genre, c'était pas si simple non plus. Ouais, Toutes les équipes à l'extérieur se sont fait beauté en tout cas. Vous terminez deuxième et d'ailleurs pour appuyer sur ce groupe de la mort, c'est le seul groupe où il y a 2 équipes en quart de finale, Dortmund et le PSG. Toi, bah alors du coup, ça veut dire que c'était un peu de groupe alors. Putain, bah oui, du coup. non, mais en fait, je pense que c'était le groupe de la mort. On le verra tout à l'heure, mais c'est un groupe bien plus compliqué que celui du FC Barcelone. Je pense qu'on avait un PSG aussi qui était en rodage, un PSG qui était en reconstruction et un PSG qui parfois a pu avoir un petit peu de réussite. Je pense au premier match notamment contre Dortmund où tu les prends au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où ils sont le moins bien, et un PSG qui parfois a été aussi également mal payé. Je pense à la leçon de réalisme du côté de Milan. Je pense aussi également à ce match nul qui méritait mieux contre Newcastle. Donc moi c'est un PSG qui m'a plutôt convaincu, même si on l'oublie pas, je crois qu'à 15-20 minutes du dernier match contre Dortmund, t'es pas tout à fait qualifié et tu commences un peu à te faire caca dessus. Donc on est très content de les retrouver en quart de finale aujourd'hui. Très content. En face, ils vont affronter donc le Barça qui avait terminé lui premier de son groupe et qui était sorti d'une double confrontation contre Naples, une double confrontation référence. Ça avait fait du bien aux hommes de Xavi. C'est même un momentum dans leur saison. Ouais, c'est exactement ça. C'est leur match référence dans cette saison à ce FC Barcelone. On sait qu'ils ont eu une période un petit peu compliquée au début de l'année. Après l'annonce de Xavi, on a l'impression aussi également que les jeunes ont pris un petit peu plus le pouvoir. Les joueurs ont peut-être été un petit peu plus responsabilisés. Et le plan de jeu, il a été parfait contre Naples avec justement cette équipe qui a mis énormément d'intensité, qui a beaucoup contre-pressé et qui a posé énormément de problèmes, en tout cas, à Naples. Le match retour, notamment, qui avait lieu du côté de Barcelone. Moi, je pense que c'est leur meilleur match cette saison, avec Yamal qui a été énorme, avec Koubarsi, moi, que j'ai trouvé un niveau d'intelligence et de maturité complètement folle, et même le petit Fernie Lopez qui a marqué. Donc, on en parlera des jeunes. Voilà, on va en parler, mais ouais, ce Barça-là m'a fait une grande impression, notamment sur le match retour. Mais c'est important que tu dis ça parce que le moment où Xavi dit j'en peux plus, Sorolla me saoule, dans mon club de toujours, en fait ça s'est conjugué avec une libération totale dans les résultats, au point qu'aujourd'hui on se pose la question d'une prolongation chez les dirigeants du Barça. Donc c'est un moment hyper important. T'as raison, ces 2 matchs face à Naples. Qu'est-ce que tu ferais toi si t'annonçais que tu partais, tu resterais? Tu gagnes la Ligue des Champions. Tu pars. Non, si tu gagnes, tu pars. Après, c'est son club de cœur, donc tu fais quoi après? C'est toujours pareil. Moi, j'ai envie de te dire qu'une décision, encore plus dans le foot, elle est facilement révocable. Mbappé le sait très bien, ça. On le voit avec Zizou. On espère qu'il le sait toujours. On le voit avec Zizou qui a toujours pas de club depuis des années. Donc, les 2 équipes qui se qualifient, on va voir le tirage complet, ce bracket de Ligue des Champions. Le PSG qui tombe donc dans la partie de tableau de l'Atlético Dortmund. Donc, c'est vraiment la partie de tableau favorable. On y reviendra. En face, il y a l'énorme choc entre Real Madrid et Manchester City, et aussi un énorme choc entre Arsenal et Bayern. Thomas, quand tu vois ce tirage, quelle est ta première réaction? Comme tous les supporters parisiens, comme tous ceux qui pensent à l'indice UEFA aussi, le PSG a une chance d'aller en finale. Voilà, c'est la première réaction. Maintenant, on connaît trop bien le sport pour commencer à fanfaronner. Il y a déjà ce match face à l'un des grands rivaux du PSG, le FC Barcelone. Et puis ensuite, tu commenceras à construire, pourquoi pas, un beau parcours. Mais t'as raison, première réaction, de la chance. Puis, c'est quand même un match contre le Barça, même si c'est pas leur meilleure année, c'est pas le plus grand des Barça qu'on ait connu ces dernières années. Il va falloir jouer et gagner, tout simplement. Manu, même réaction quand tu vois ça. Il y a quand même une notion de retrouvailles. Luis Enrique qui retrouve Xavi, le PSG qui retrouve le Barça, c'est la 2e confrontation. Il y a aussi Dembélé qui retrouve le Barça. Il y a une notion de retrouvailles dans tout ça. Ouais, il y a une notion de retrouvailles. Est-ce que beaucoup de gens parlent de la remontada, du traumatisme? Est-ce qu'on maintenant n'en est pas un petit peu loin? Est-ce que vous avez gagné depuis? Exactement. On se rappelle du triplé notamment de Kylian Mbappé. Non, les Parisiens. Ah oui, les Parisiens. Parce que merci. Mais moi, c'est les Français. Excusez-moi. D'accord, ok. On a beaucoup parlé de ce triplé de Kylian Mbappé lors de leur précédente confrontation. Il y en a eu tellement des confrontations, j'ai l'impression, sur ces 10 dernières années, c'est ça, ouais. Et 3 fois, c'est le Barça qui est passé aussi. Maintenant, c'est un autre Barça, on va en parler, on a un moment de l'histoire du FC Barcelone qui n'a rien à voir avec les précédentes confrontations. Mais ouais, c'est une sorte de classique. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup lu aussi dans la presse que le tableau était incroyablement ouvert pour le Paris Saint-Germain. Attention, méfiance, ne faisons pas les Français, tu sais, qui regardent le bracket comme ça à froid et qui ne se rendent pas compte que, par exemple, l'Atlético peut être un
poison terrible si jamais tu arrives à passer ce tour-là. Donc, je suis content de voir le Bayern, City, Real de l'autre côté. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on est encore loin de cette finale. Faut passer surtout qu'il n'y a pas plus français qu'être favori et de perdre. Exactement. Dans tous les sports. C'est exactement ça. Tennis, rugby, où tu veux. Si t'es favori, souvent, on préfère être outsider. On va voir les codes Winamax, voir si le PSG est favori. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler le code promo FT10 qui vous permet donc d'avoir un pari remboursé à hauteur de 100 € et 10 € d'offert. Évidemment, les paris sont réservés uniquement aux majeurs et les mineurs, eux, vont juste taper le ballon. Voilà les deux cotes offertes par Winamax, proposées par Winamax. Le PSG, donc à domicile au match aller, 1,86, match nul à 3,85. Et 3,55 pour le Barça. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la qualification. Ils sont favoris, Thomas. Ouais, le PSG est à 1,70, favori face à cette équipe du Barça. À la première lecture, je me suis dit, waouh, ah ouais, tant que ça, il y a un petit écart quand même, ça reste assez serré. Et puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit qu'au vu de la conjoncture des deux équipes, c'est normal que ce soit dans ce sens-là. Le PSG a quand même prouvé ici et là que sur les individualités, ils étaient capables dans les grands moments de passer des tours et d'être rassurant. On pense bien sûr à la Real Sociedad. Donc, je suis pas surpris sur le fait que le PSG soit favori à domicile, bon, ça ok, et favori sur une qualif. Pas surpris non plus, Manu? Non, t'as tout dit. Je pense que quand on voit de quel enfer revient le FC Barcelone, on peut se dire qu'il y a un petit peu plus il y a un aspect un peu plus consistant, un peu plus de certitude du côté du PSG. On rappelle, le Barça n'avait pas passé les deux dernières phases de poule en Ligue des Champions. On rappelle que le Barça a eu du mal ces dernières années à boucler son mercato d'été avec tous les soucis financiers qu'on leur a connus, tous les montages aussi également qu'ils ont dû faire. Donc c'est pas la même confiance, c'est pas le même confort de travail depuis quelques années. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, ce Barça, il a un petit peu changé aussi. Notre vision de ce Barça a un petit peu changé, de cette confrontation. On va en parler tout à l'heure, mais quand le tirage est sorti, on se disait tiens, on va tomber sur deux entraîneurs dogmatiques, obsédés par la possession. Est-ce que ils seront toujours dans ce schéma-là, en tout cas la semaine prochaine? Moi, j'y crois absolument pas. Et puis on a deux équipes qui se ressemblent aussi beaucoup dans la manière de jouer, le fait qu'on ait deux jeunes effectifs. On rappelle, c'est les deux plus jeunes effectifs en tout cas de ces quarts de finale, et deux équipes qui jouent aussi également leur temps fort dans cette saison. Donc je dirais que le Paris Saint-Germain, au vu de l'histoire, pas l'histoire avec le grand H bien sûr, mais l'histoire de ces dernières années, est favori. Maintenant, méfiance avec ce FC Barcelone qui peut leur poser le problème. Tout ça pour dire la même chose que Thomas, c'est ça? Exactement. C'est largement mieux dit, donc bravo Manu. C'est largement mieux été. Vous pouvez appuyer 2 fois à droite là, pour faire plus 30 secondes après ma prise de parole. Vous gagnerez du temps. Voilà, pour les codes FUNA, on en profite. Si vous n'avez pas bien compris comment utiliser le code FT10, Thomas va vous expliquer bien mieux comment ça fonctionne. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le foot et que tu as envie de parier sur la Ligue des Champions, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Allez, maintenant que vous savez tout, on peut se plonger dans la preview. On va ouvrir par Paris, les gars. Le PSG qui reste sur une victoire contre le Classico. Victoire, mine de rien, convaincante parce que t'es à 10 contre 11 et t'as montré beaucoup de cœur. Une victoire aussi contre Rennes en demi-finale pour rejoindre l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France. Samedi, ils reçoivent Clermont. Normalement, ça devrait le faire. Je vais jouer, hein. T'es pas au courant? Je vais jouer, hein. Pour Clermont. Ah non, pour le PSG. Hein. Équipe Z, ils ont dit, donc je vais jouer. Hein. À la place de Moukielé qui a pas envie de jouer, il est dans la night. Bon, bah, j'y peux rien. Les gars, quand vous voyez là les deux victoires et cette prochaine victoire, on va pas trop s'avancer, on va pas manquer de respect à Clermont. Est-ce que vous sentez le PSG prêt déjà? Ouais, j'ai envie de te dire oui. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter parce que les deux victoires ne veulent absolument pas dire la même chose. T'as une victoire où l'expression collective du PSG a été fantastique au Vélodrome, et là où ton capitaine, Kylian Mbappé, est sorti, le message énigmatique est ensuite sur Instagram, etc. Donc, t'as une espèce de paradoxe total entre ce qui s'est passé au Vélodrome et la résonance médiatique. Et puis, t'as le match de mercredi, qui, d'après moi, vaut beaucoup plus que le match au Vélodrome. C'est que t'as, certes, une expression collective, là, encore une fois, très intéressante, mais t'as
comme toujours, Kylian Mbappé qui fait la différence. Et c'est l'histoire de cette saison. C'est l'histoire contre la Real Sociedad aussi, où il marque 3 buts. Et ce sera aussi l'histoire, si le PSG gagne, contre le Barça. Une expression collective qu'on n'a jamais vue presque depuis, si je m'enflamme, Ancelotti, Laurent Blanc, on va dire, je vais très très loin. Et un Mbappé qui fait la décision. Donc moi, c'est vers cette vision-là que des choses que je vois le PSG s'exprimer mercredi. Mercredi et mardi. Non, mais c'est exactement ça. C'est des certitudes collectives. On a enfin un entraîneur qui a mis sa patte, son style en tout cas à une équipe. Après, dans le choix des hommes, il y a toujours ce point d'interrogation. On va le voir avec les compos. Devinez la compo. C'est The Riddle dans le Batman, le gars. Il a toujours un quiz à proposer le mec. Ça sera toujours bien sûr très 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 compliqué. Mais non, moi je trouve que ce Paris Saint-Germain là, c'est très important notamment sur la scène européenne, presse très 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 bien. Pour moi, c'est un des modèles en Europe en termes de pressing, et ça sera très utile contre le FC Barcelone. En tout cas, ils sont au complet. Alors je te coupe, excuse-moi Tom. T'as raison. C'est la première fois de la saison qu'on a vu la défense des 4, donc Hakimi qui sera suspendu, Lucas Hernandez et Marquinhos, pas dans le bon ordre. Et Nuno Mendes, c'est la première fois qu'il a son groupe qui est a priori peut-être pas à 100%, des gars sur le retour comme Marquinhos, mais même Asensio est disponible, donc c'est la première fois de l'année. C'est la première fois de l'année, et tu l'as dit, il manquera quand même Hakimi pour le match aller. C'est une donnée très importante. On a essayé de se projeter sur 2 et non pas une compo probable, vu que Luis Enrique est illisible. On va commencer par la première compo probable, les gars. On est parti sur ce 4-3-3 avec la charnière centrale Hernandez-Marquinhos pour l'expérience, Nuno Mendes et Zaïre Emery. On sait qu'il a été essayé par Luis Enrique à droite, qui viendrait pallier l'absence d'Hakimi. Au milieu de terrain, le retour, on pronostique le retour d'Ugarte, on n'en est pas sûr, l'Uruguayen, avec Vitinha et Ruiz à ses côtés, Dembélé en faux numéro 10, avec Lee un peu plus à droite et Mbappé sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette formation-là ? Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup ce 4-3-3, mais j'aime surtout quand Dembélé est sur un côté et pas dans l'axe, où je trouve qu'il a toujours un petit peu de déchets, un peu plus en tout cas que sur un côté où on lève un petit peu, hein. Ouais, c'était pour être gentil et commencer tranquillement cette nouvelle aventure. Mais t'as raison, où il a beaucoup trop de déchets, en tout cas au milieu de terrain. La charnière, il y a un vrai débat. Franchement, trouver la meilleure charnière du Paris Saint-Germain cette année. Commençons par la charnière. C'est quoi la meilleure charnière pour toi ? Pour moi, c'est l'expérience, c'est Marquinhos, Hernandez. Normalement dans des matchs, on va dire, à enjeu comme cela, même si on peut avoir des doutes sur le physique de Marquinhos, même si on peut avoir des doutes sur certaines performances de Lucas, moi j'ai envie de priorité à l'expérience sur des matchs comme ça. Priorité à l'expérience, Thomas, surtout qu'on sait que Lucas Hernandez a joué avec Lewandowski et le connaît très bien, donc c'est quand même important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont 5 sur la ligne de départ. On rajoute Beraldo qui a été très bon contre la Real Sociedad, dans un profil où vaut mieux avoir la possession et ne pas avoir à défendre. Danilo Pereira qui vaut mieux ne pas avoir le ballon et défendre, donc c'est l'inverse. Très bon de la tête. Et Skriniar qui vient de revenir là, qu'on espère surtout pas le voir sur le terrain, qui est clairement trop juste. Donc je te rejoins un petit peu sur l'expérience et sur les profils. C'est-à-dire que j'ai envie que Lucas Hernandez joue, ça y a aucun doute. Et aujourd'hui, quand il y a Nuno Mendes qui est à 100%, il y a aucun doute que le titulaire c'est lui. Donc j'ai envie de le voir pour sa hargne, pour sa grinta qu'il est le seul clairement à avoir dans l'effectif, et pour l'expérience. Tu as raison, des grands rendez-vous. Je rajoute à ça que c'est un gaucher, et moi j'aime quand il y a un gaucher et un droitier dans l'axe. Ajouter à ça Marquinhos, c'est un vrai doute. Honnêtement, Marquinhos, il a été blessé ces derniers temps, on l'a peu vu. C'est une petite saison pour le capitaine du PSG. On connaît son expérience, on connaît parfois son leadership, et on connaît aussi son affiliation avec Thiago Silva. Dans les très grands moments, il a tendance à reculer et à tirer son équipe vers le bas. Donc je crois qu'ils vont partir là-dessus, sur cette charnière-là. Je crois que c'est celle que j'ai envie de voir. Par contre, si ça se passe mal au Parc sur le premier match, faut pas faire de pitié et de sentiments. C'est pas le genre Luis Enrique. Tout à fait. Et là, il faut changer. Tu mets Danilo pour faire des têtes, c'est pas grave. Donc on partirait sur cette défense. Je vous rappelle que Danilo, c'est le fils de Dikembe Mutombo. C'est un pivot défensif. Voilà. Mais il contre avec la tête. C'est assez exceptionnel à voir. On part sur cette défense. Le gros point d'interrogation, les gars, c'est aussi au milieu. Alors, il y a un intouchable, c'est Vitinha, qui est exceptionnel cette saison. Rampe de lancement magnifique pour ce jeu en plus du PSG en transition. Ruiz, on a l'impression aussi est intouchable. Du coup, ça va être le 3e ou le 4e joueur autour de lui. Est-ce que tu fais revenir Ugarte ? Est-ce que tu mets Lee au milieu de terrain ?
Quelle est votre option? On peut voir la deuxième compo avec peut-être Lee au milieu de terrain qui, comme ça, on comprend mieux quelle est l'autre option. Ce serait Lee donc et 3 attaquants devant. Avec Asensio en faux neuf. Avec Voilà, c'est ça le gros changement. Ouais, moi, je suis pas archi convaincu par Lee, qui est bon, qui a quelques fulgurances. On a vu des belles choses en préparation. Il avait disparu après suite à sa blessure. Il vend beaucoup de maillots en plus. Et il vend beaucoup de maillots, ça aide. Oui, mais dans cette émission, on n'en parlera pas, évidemment. À partir du moment où tu as Zahir Emery qui va être obligé d'aller compenser l'absence de Hakimi à droite, en effet, moi, je serais tenté par Ugarte. Maintenant, c'est où est-ce que se situe le potentiel, on va dire, des hommes? Qu'est-ce qu'ils ont en caisse? Ça, c'est des choses que Luis Enrique maîtrise mieux que nous, on va dire. Moi, ce qui m'embête, honnêtement, c'est de voir Warren qui a eu une blessure à la cuisse. Il est sorti, vous l'avez vu, contre Rennes. Ça m'embête qu'il soit pas au milieu. Ouais. Alors, évidemment, c'est un gros souci puisque Mukele ne fait clairement pas partie des plans de Luis Enrique. C'est ça le problème, en fait. Mais on a vu contre Rennes, c'était une défense à 3, pas une défense à 4, avec Nuno Mendes qui était central gauche dans une défense à 3 et Hakimi était 8. Oui, je sais même pas comment expliquer, mais en tout cas, il était clairement pas arrière droit. Donc, tu peux aussi peut-être te projeter. On a vu l'inverse avec Nuno Mendes un peu plus tôt en plus. Tu peux peut-être aussi te projeter sur Warren, Zahir Emery qui joue dans la position de Hakimi, Marquinhos donc un petit peu décalé à droite, Lucas Hernandez un petit peu au centre et Nuno Mendes à gauche. Alors, à voir comment tu tiens face à une équipe qui sera largement meilleure que celle de Rennes, l'équipe du Barça. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai du mal à croire qu'il fasse jouer Ugarte. Il a eu sa chance, il a été bon, et puis il l'a sorti de l'équipe. Bon, ça c'est une vérité. À côté de ça, il adore Lee. Il adore. C'est un constat, on est d'accord. Il l'a fait jouer, il l'aime, il le fait jouer ailier droit, il le fait jouer au milieu. Clairement, il a des qualités indéniables, il est technique et tout. Par contre, il ne débloque absolument rien. Il ne fait que tricoter et faire des passes faciles. C'est quand même dommage pour un joueur du PSG. Donc, il y a quand même pas mal de questions que je me pose sur le 11. La seule réalité, c'est que Luis Enrique est capable de tout et qu'on peut en parler ici maintenant. 45 minutes. T'auras pas la réponse. Il va nous sortir un truc. Le Dembélé au retour contre la Real Sociedad qui joue 10. C'est vrai. J'étais assis là, je fais ok, d'accord. Mais moi, la vraie question sur cette composition d'équipe, en fait, c'est est-ce qu'il va y aller en posant les colones, comme on dit de l'autre côté des Pyrénées, c'est-à-dire avec un 4-3-3, parce qu'en face, on sait que Xavi va partir là-dessus sur le 4-3-3, ou est-ce qu'il va être tenté justement d'aller chercher ce plus 1 au milieu? On a vu qu'il avait beaucoup travaillé, notamment le 4-4-2 ces dernières semaines, pour avoir justement un joueur de plus au milieu, pour essayer de garder le contrôle du ballon. Moi, je pense en tout cas qu'aujourd'hui, Luis Enrique, on l'a vu contre Rennes, on l'a vu contre l'Olympique de Marseille, les buts sont venus en transition. C'est l'une des forces justement de cette équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va justement aller chercher cette position, mettre ce plus 1, on va dire, que ça soit sur la compo, c'est-à-dire sur le système ou dans l'animation? Ça, j'en suis vraiment sûr. Non. Je pense que ça serait un aveu de faiblesse. Pour moi, je vous dis ce que je voudrais voir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter un mec au milieu parce que c'est pas le jeu du PSG d'avoir le ballon. Aujourd'hui, c'est une équipe de transition. Ok. Alors là, appuie fort, vas-y. On le voit contre la Real Sociedad, là où ils marquent des buts, ça passe par Vitinha lance Mbappé et toujours ils se font avoir en profondeur les adversaires. Ils vont jouer le FC Barcelone. Moi, je partirais en 4-3-3 avec Dembélé à droite parce qu'on sait qu'à gauche, c'est Cancelo qui monte. Il monte, c'est un ailier droit et c'est Rafinha qui va devoir faire un peu le travail défensif et le couvrir. Donc, je mettrais toujours Dembélé qui sera toujours dans le dos, toujours dans l'espace. Mbappé à gauche. Attaquant gauche, pas ailier gauche, attaquant gauche. Attaquant gauche qui va les fatiguer. Koundé ou Araujo qui vient. Les deux, sans doute. qui vient doubler. Et un faux neuf qui va aussi servir de rampe de lancement. Pour moi, aujourd'hui, avoir le ballon, déjà, c'est très dur face au Barça, même s'ils ont un peu le même style de jeu. Et surtout, pour moi, cette saison, c'est pas là où ils sont le plus efficaces. T'es pas d'accord avec ça? Ah si, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense que tu fais un raccourci énorme. C'est-à-dire que les buts du PSG viennent pratiquement toujours de la même manière, de la transition, parce que ton pressing te permet de récupérer ces ballons et jouer très vite. Mais ce ne sont que des moments dans les matchs. C'est-à-dire que on fait toujours une différence entre le jeu de possession, le jeu de position. Et clairement, le PSG, autant que le Barça, ce sont des jeux de position. Le but, c'est d'avoir la balle, mais pas de jouer à la baballe comme on a connu sous Pep, le grand Barça, où le but, c'était d'avoir le ballon beaucoup tout le temps. Et la balle, là où, aujourd'hui, Luis Enrique d'ailleurs, avec la MSN en 2015, on s'en souvient tous, est championne avec justement un jeu de transition un petit peu plus évolué. Le PSG, c'est ça aujourd'hui. Relancer court, ça, il n'y a pas de doute. Garder le ballon pour parfois limiter les temps faibles et puis faire mal sur des courses et de la transition. Et là, je te rejoins complètement. De toute façon, on peut le tourner ça autant qu'on veut là pendant une demi-heure.
Le PSG doit être efficace des deux côtés du terrain et en attaque, ça va se jouer derrière Cancelo avec Dembélé. Je suis tout à fait d'accord avec toi et à la vitesse de pointe de Mbappé. Donc moi, ma grande question, c'est dans le combat du milieu de terrain. Est-ce que Xavi va vraiment faire cette erreur de jouer haut et de laisser de l'espace à Dembélé et à Mbappé? C'est ça la vraie question du match. Je suis pas convaincu parce que quand tu regardes les matchs références de Barcelone cette année, on a parlé du retour tout à l'heure contre Naples. Il y a aussi le match un match un petit peu bizarre contre l'Atlético de Madrid qui est largement gagné il y a quelques semaines. Dans les deux cas, t'as pas une possession dingue pour le FC Barcelone qui, de la même manière, avec ses joueurs, on parlera des profils tout à l'heure, a des très bons joueurs de transition. Moi, j'ai l'impression justement quand le tirage est sorti qu'il y avait cette obsession, c'est du dogmatisme de la possession. Les enfants de Pep. Et exactement, sauf qu'en fait, le football, il a aussi changé. Pep Guardiola a évolué aussi là-dedans. C'est-à-dire même Pep s'est renié avec Haaland, t'as raison. Il y a 4 ou 5 ans, on disait c'est soit football de transition, soit football de position. C'était Mourinho contre Pep. Exactement. Moi, j'ai l'impression maintenant que les grandes équipes européennes, elles arrivent à justement maîtriser ces deux aspects. On le voit très bien avec Manchester City. Mais de toute façon, on le verra, on en parlera plus tard de la bataille des coachs, mais en plus, c'est deux équipes qui s'adaptent énormément. On reste un peu sur le PSG. Pour vous, ça va être quel joueur le facteur X de ce match? Ah, c'est une bonne question. Alors, Mbappé, forcément. Mais... Alors, en fait, le truc, c'est que facteur X. C'est pas vraiment X, un facteur X. Mais en fait, c'est là où c'est Mbappé, c'est si Mbappé conclut ses actions, ce qu'il a toujours été capable de faire, très souvent en Ligue des Champions ces dernières années. Bon, le PSG a son facteur X qui te permet de passer. Parfois, c'est très con, hein. Ah, parfois, c'est très très con le foot. Mais moi, je pense que c'est lui le facteur X, mais tu as parlé tout à l'heure d'un déséquilibre dans cette équipe de Barcelone. Le côté de Cancelo est très offensif, le côté justement de Koundé est très défensif. On peut penser que, on sait que Mbappé il aime bien traîner dans le demi-espace à gauche. On peut penser que Araujo ne sera pas seul au marquage, par exemple, de Kylian Mbappé. On peut avoir par exemple un Jules Koundé qui vienne avec une prise à deux. Et c'est vrai que Koundé prend vraiment de l'épaisseur dans cet effectif. Maintenant, si par exemple Barcelone avait un plan anti-Mbappé et arrivait à neutraliser Kylian Mbappé, ça libérerait des espaces pour les autres. Et vous voyez là où je veux en venir. Un peu avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. Exactement, tu vois. Et on peut penser par exemple à un Dembélé qui nous a montré quand même ces dernières semaines et ces dernières années qu'il y avait un petit souci à la finition, mais qui peut avoir un gros rôle à jouer en tout cas. C'est ça qui va être justement assez intéressant dans ce match-là. Bon, moi j'avais choisi je l'ai mis Factor X, notre ami. Alors dis-moi en quoi Dembélé serait un Factor X dans la double confrontation? Parce que sur ce que je vois depuis quelques semaines, je le trouve excellent. D'ailleurs, pour rejoindre notre ami Julien Stéphan, le coach de Rennes, qui a dit s'il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d'Or. On rappelle que c'est son coach à Rennes. C'est quand même un bel hommage, mais c'est vrai que si il fait trop de différence. Pour moi, aujourd'hui, il fait trop de différence, ce mec-là. Et face à une défense, je le répète, avec Cancelo, qui n'est pas un bon défenseur, qui est un défenseur exceptionnel en contre-attaque, qui est un mec qui se projette trop bien, mais sur l'homme à homme, c'est compliqué. Pour moi, il va faire mal à chaque fois. Et il va user cette défense. Et puis, il va attirer de son côté. Et mine de rien, quand t'attires, c'est tout le bloc qui coulisse. Et du coup, Mbappé, il va avoir de l'espace de l'autre côté. Donc, il va avoir un vrai truc où la défense du Barça va être étirée comme ça. Donc, pour moi, ça va être lui le facteur X. Si lui arrive à provoquer, je dis même pas marquer, mais arrive à provoquer, à se dire, ok, quand tu le fais avoir à chaque fois, il va falloir qu'on double. Et t'amènes deux joueurs et t'arrives à libérer un joueur de l'autre côté, et t'as gagné. C'est intéressant ce que tu dis. Et t'as entièrement raison sur tout. C'est pour ça que pour moi, c'est pas le facteur X parce que tout ce que tu viens de dire, ce sont des certitudes cette année. C'est une certitude d'Embélé que sur son aile droite, il va créer des décalages. Il va tenter des dribbles fous. Il va en passer. Il va perdre des ballons qui vont te faire très très mal aussi. Et l'autre certitude, c'est qu'il est capable de faire des bons centres, c'est qu'il est capable de faire des passes D, et c'est qu'il est incapable de marquer des buts cette année. En 26 matchs, avoir marqué un but avec autant d'occasions, autant de situations dans la surface, franchement, c'est délirant. Donc, aujourd'hui, c'est une certitude, ce que tu peux avoir et ce que tu n'auras pas non plus. S'il arrive à marquer un top but à l'aller et marquer, pourquoi pas, un retour en faisant des grands fucks au stade olympique de Barcelone, là, on pourra dire qu'il rentrera dans le truc Factor X. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas s'il est capable. Tant, cette année, il a raté des trucs, mais démentiels. Et en même temps, tu l'as dit, c'est le créateur de ce Paris Saint-Germain. Moi, j'ai l'impression que c'est l'élément perturbateur un peu de Luis Enrique. C'est ce mec qui a une certaine liberté et qui, en même temps, arrive à casser les lignes, arrive à faire des différences, très spacées. En fait, c'est toujours pareil avec Dembélé. C'est que faut toujours mettre en rapport. Il y a son nombre de buts qui est famélique. De toute façon, c'est simple. Dembélé, il n'a que 2 saisons à plus de 10 buts. Donc, c'est pas non plus. Et c'est pas celle-là. C'est pas une nouveauté. Et c'est pas celle-là. Son expecting goal, il doit être fantastique. Ah ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, après, quand tu regardes, c'est un mec, 34 matchs, 40 tirs tentés.
Déjà pour un joueur offensif, c'est pas beaucoup. C'est un vrai ailier. C'est moins 2, c'est vrai. Il y a ça aussi. Et on l'a vu à plusieurs postes. On l'a même vu contre la Sociedad. On l'a même vu quasiment relayeur. Tu vois, il l'a essayé à plusieurs postes. Maintenant, moi, je pense que c'est quand même le maître du jeu, le maître à jouer en tout cas de ce Paris Saint-Germain là. Il va falloir quand même on est quand même sur des matchs. Et là, on revient à cette statistique de un but. Moi, j'adore Dembélé et il y a d'autres statistiques, son implication notamment sur le total de buts du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison dont il faudrait parler, il faudrait mettre en face pour avoir une véritable photographie du cas Dembélé. On sait qu'il va faire des différences. Maintenant, on sait aussi également que sur un quart de finale, il faut convertir tes moments forts. Le très haut niveau, c'est l'efficacité. Très haut niveau, Ligue des Champions, etc. Donc, etc. Après, on parlera du duel de coach, on peut parler de philosophie de jeu, d'ADN des deux clubs et tout. La seule réalité de ce quart, c'est est-ce que Lewandowski va planter? Est-ce que Mbappé va planter? Et combien de cartouches ils auront besoin pour exactement. Est-ce que les défenses vont tenir à la vitesse, à la taille et au centre? En fait, malheureusement, le foot de très haut niveau, c'est aussi ça. C'est juste des ingrédients hyper simples. Et aujourd'hui, Dembélé, je n'ai aucune certitude. Dans le jeu, oui. Mbappé, j'en ai énormément de certitudes. C'est l'homme providentiel du PSG et tout déblocage de situation sera lui. Est-ce qu'on n'est pas brouillé par la feuille de stats? Et est-ce que dans tout ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain depuis le début de cette saison... Mais tu les as vus les matchs, attends. Non, mais on les a vus, j'ai vu un gars extraordinaire, balle au pied, faire des différences et tout. Je vois un mec, il m'en fout, moi. Des passes à 5 mètres manquées, des dribbles qui partent en 6 mètres, des centres qui ne trouvent jamais personne. C'est aussi ça l'autre réalité. Alors, c'est 10-15% de son jeu, parce que tout le reste, il le fait parfaitement, mais c'est le principal aussi. Hein. Ouais, complètement. Bon, alors pas vraiment un Factor X, sauf s'il marque des buts, on verra bien. Pour finir... Donc, pas vraiment un Factor X. Donc, pas vraiment. Pour finir quand même avec le PSG, un mot sur le coach, les gars. Tout à l'heure, on parlera de la bataille avec Xavi, mais on va se concentrer sur Luis Enrique pour l'instant, qui a dit d'ailleurs en conférence de presse qu'il allait vivre le match avec beaucoup de tranquillité. Ça, c'est quand même rare récemment chez les coachs parisiens. Les matchs de Ligue des Champions sont déjà préparés. J'ai envie de voir que mon équipe joue un football avec du caractère. On veut passer ce tour, être ambitieux, humble, mais ambitieux. Les gars, on l'a vu cette saison, faire énormément de turnover, mobiliser toute l'équipe, s'embrouiller même avec Mbappé. Est-ce que c'est pas le coach qu'il fallait au PSG ? Waouh. Alors tu me laisses 25 minutes. C'est un vaste débat. On attendra déjà la fin de ce quart de finale. Il faut aller au bout d'une saison et avoir les retours de tout. Moi, je vais te dire, il y a plein de trucs positifs et tu as commencé à les souligner. Avoir une idée de jeu, oui. Faire bien jouer son équipe cette année, non, clairement, non. Avoir quelques cadres, oui. Tenter de mettre des mecs à des moments importants. Je pense à Bradley Barcola, qu'il a vraiment responsabilisé, même peut-être un peu trop tôt, on verra dans le temps. Ah bon? Moi, je peux te dire un truc, c'est que vraiment l'histoire avec Mbappé, leur embrouille de boulard, parce que c'est clairement ça, moi elle me rend ouf. Elle me rend ouf. Donc je sais que certains ont hâte que Kylian se barre, il y en a d'autres qui adorent Kylian, qui souhaitent qu'il reste. Moi je veux dire un truc, le gars c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, c'est un gars qui dans les grands moments a très rarement déçu, il a raté des trucs, il était très jeune à l'époque, il a été blessé aussi parfois, il n'empêche que c'est grâce à lui que tu passes des tours. On a parlé de la confrontation en 2021 face au Barça, triplé à l'aller, but au retour, bon bah voilà. Donc moi j'ai envie de voir les meilleurs joueurs sur le terrain, j'ai envie de les mettre dans les meilleures dispositions, et Luis Enrique, lui, préfère penser collectif et voir penser d'abord à sa gueule, et dans sa déclaration, il sait très bien que ça va faire parler. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt pour savoir si ce gars-là est l'homme qu'il faut au PSG. On verra un petit peu plus Manu, tard. il a ce côté force tranquille, il a aussi, on l'a vu, la galère à préparer la compo probable, il a ce côté illisible. Ouais. T'imagines la galère pour Xavi quand même de préparer ce match? Ça doit être compliqué. Alors, je sais pas si ça va être tant une galère que ça pour Xavi, parce qu'on rappelle qu'il a eu Luis Enrique bien sûr comme coach, et s'il y a bien comme capitaine aussi. Comme capitaine, oui. s'il y a bien un entraîneur qui ressemble à Luis Enrique, je pense que c'est Xavi qui lui ressemble le plus aujourd'hui en Europe, avec justement cette mise à jour ce qu'on appelait le cruyffisme à l'époque, ce jeu de position fait de passes courtes avec justement un jeu un petit peu plus direct, un petit peu plus de verticalité. Donc je pense pas que ça soit si un casse-tête que ça, et pour Xavi et pour Luis Enrique. Je pense qu'ils savent grosso modo ce que l'autre va proposer, à une petite exception près. On parlait de ce plus sain notamment au milieu de terrain. Moi j'en attends beaucoup des grandes confrontations pour Luis Enrique. J'aime une chose, c'est qu'il a réussi à mettre en place une méthode, il a réussi à mettre en place une notion qu'on avait complètement oublié au Paris Saint-Germain, c'est le collectif justement. L'équipe, tu vois, non, ça existe dans le football. Après 2 ans avec Messi et Neymar. Exactement. Bravo à Galtier d'ailleurs, beau passage. Ouais, beau passage, on ne t'oubliera pas. Galette, parce que tout le monde t'appelle chaleureusement comme ça, voilà. Bref, donc en tout cas, ça c'est une réussite. Il y a une chose, et c'est marrant, tu vois, j'ai eu l'occasion d'aller dans une ville. Parler avec lui. Non, mais d'aller dans une ville où on ne l'aime pas beaucoup, Luis Enrique, c'est Madrid, où son côté
complètement dogmatique, limite il l'appelle un peu El Loco parce que un garçon capable de mourir avec ses idées. Ça par contre c'est quelque chose qui me fait très très peur pour le Paris Saint-Germain et ça me fait très très peur justement sur ces matchs à enjeu. Donc j'ai envie de te dire, pour le moment ce n'est que du positif parce qu'il a réussi même à ramener une certaine autorité quand même, il faut le dire. Alors on peut le critiquer avec le côté boulard avec Mbappé, mais il a ramené une certaine autorité aussi au sein de ce club et dans ce vestiaire que personne ne voulait assumer par le passé. Lui il le fait. Donc pour le moment je suis plutôt très agréablement surpris. On n'a pas tapé pendant 8 ans sur le PSG pour aujourd'hui taper sur Luis Enrique, mais j'attends de voir quand même ces matchs à échéance, savoir si il est capable justement de se mettre un coup de bazooka dans les pompes juste parce qu'il l'a décidé, parce qu'il est dogmatique. Il va être champion largement, il est qualifié dans une extraordinaire finale au stade Pierre-Mauroy face à au grand Olympique Lyonnais de Tom Chiaravino d'ailleurs qui va jouer lui aussi. On va être en face à face, t'imagines. J'étais en concurrence avec Ryan Cherki, mais il tricote trop. Il tricote trop. Et il est en quart de finale. Certes, je pense que n'importe quel coach serait passé contre cette Real Sociedad-là. Mais écoute, c'est toujours pareil. Tu payes les musiciens à la fin du bal. Pour l'instant, ça se passe bien, quoi. Tout simplement. De toute façon, c'est les résultats qui feront la réponse. Surtout que c'est un mec qui gère toute sa com. Et on sait que, par exemple, tous ces débriefs d'après-match qu'il faisait sur Twitch, là. Tu sais qu'à partir du moment où tu perds ça commence à te rendre fou. Ben oui. Et puis tu disais à Madrid, il était détesté. On rappelle qu'il a été il a été joueur du Real et qu'il est détesté hors Catalogne. Non, mais parce que la sélection, ça s'est pas bien passé, quoi. La sélection. Il parlait pas aux journalistes, il faisait des live Twitch, le mec. Mais attends, c'est incroyable. Il a souvent été considéré par les Madrilènes comme un anti-Real. Et notamment, on se rappelle la dernière sélection, quand il prend pas Ramos, les gens avaient dit c'est parce qu'il est anti-Real. C'est vrai. Le chanteur Ramos qui chante très bien. Les gars, je voulais juste finir sur le PSG. Est-ce qu'on peut remettre la formation? Et j'ai une question. Aïe. Quand vous regardez cette formation du PSG, ils ne seront pas champions, t'as raison. Cette compo probable. Et quand vous la regardez, cette compo probable du PSG, est-ce que vous voyez une équipe taillée pour être champion d'Europe? Non. Attends, t'as vu le milieu? T'as un milieu. On a même pas parlé de Fabian Ruiz. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bref, je le laisse faire ses matchs parce qu'il est bon en ce moment, donc c'est très dommage de le tailler. Mais t'as clairement pas un milieu taillé pour être vainqueur de la Ligue des Champions. Ce serait très surprenant. Mais t'as le meilleur joueur du monde pour certains, donc. Ouais. Si t'es solide. Puis le vécu. Si t'es solide. Le vécu, tu vois, si t'es solide. À la Deschamps. Allez, Mbappé en contre. Allez. Ouais. Non, je pense pas que cette équipe, elle soit taillée pour aller gagner la Ligue des Champions. Faut voir ce qui se passe aujourd'hui quand même en Europe. Quand je regarde Liverpool jouer le week-end, quand je regarde Arsenal, quand je regarde City Real, ça va être sympa. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est le mur de Berlin en fait. Il se passe il y a un autre monde à côté. Il y a un autre monde. Ça c'est vrai, tu vois. Et il y a encore des points d'interrogation sur le Bayern, mais le Bayern a quand même une sacrée équipe. Mais bon, bref, non, c'est pas le PSG aujourd'hui, c'est pas le favori du bracket. Même du bracket, j'ai envie de te dire. Même côté dans l'autre tableau. C'est une des équipes sur laquelle on compte, mais attendons de voir contre une équipe de l'Atlético par exemple qui a énormément de vécu. Il faudra déjà passer le Barça. On va en parler quand même un peu du Barça parce qu'il faut s'en méfier déjà parce qu'ils reviennent de loin. Je rappelle que sur les 2 dernières saisons passées, ils passent même pas les poules en Ligue des Champions, donc c'était un début de crise. Cette victoire du Napoli, elle a fait beaucoup de bien. T'en parlais, Xavi qui annonçait son départ et depuis. On voit une forme, on va le voir en tableau, il y a une forme vraiment qui en ressort de ce Barça, qui est en pleine bourre, qui a retrouvé de la confiance, 11 matchs sans défaite, 9 victoires, 22 buts, alors que c'était une équipe qui galérait. Et il y a Robert Lewandowski qui dit « Je pense que ces derniers mois, nous avons un peu changé notre entraînement, avec plus d'intensité, physiquement on se sent très bien, nous voulons gagner, mais aussi mieux jouer. » Il faisait quoi, Tom? Attends, on a plus d'intensité. Des taureaux. Seulement des taureaux. Espagnol, c'est que les taureaux les mecs. Solamente taureaux. C'est incroyable ça. Mais Manu, c'est presque une renaissance. C'est plus qu'un quart de finale. Là, il y a une théorie dans l'immédiat barcelonais qui disent que Xavi était très critiqué ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que justement il faisait un petit peu paratonnerre par rapport à cet effectif, qu'il protégeait un petit peu trop les cadres de ce vestiaire et qu'en disant... en annonçant son départ, quelque part, il les remettait face à leurs responsabilités et il les remettait peut-être un petit peu plus sous pression. Qu'ils aient changé de méthode de travail, ça je sais pas, je suis pas aux entraînements du FC Barcelone. Par contre, il y a le choix des hommes qui a complètement changé. L'installation notamment de cette charnière Araujo. On va voir la compo probable pour t'aider. C'est quand même quelque chose. Et la stat, c'est que je crois qu'ils ont pris un seul but sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était notamment contre Naples. Sinon, il reste sur 5 clean sheets en championnat. Donc il y a quelque chose. Le retour de Ter Stegen doit pas y être non plus étranger.
changé. Christensen, tu vois, au milieu, je suis pas fanat, mais mine de rien, ça apporte quelque chose dans cette assise. En attendant de savoir si De Jong pourra revenir. C'est sûr que nous, au retour. Pas. Enfin, à l'aller, c'est sûr. Ça semble être compliqué, en effet. C'est là aussi où on a une problématique sur cette composition d'équipe, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui manquent, on va dire, de temps de jeu. On rappelle, le Barça ne va pas jouer ce week-end puisqu'il y a la finale de la Coupe d'Espagne, de la Coupe du Roi. Donc voilà, il y a pas mal de points d'interrogation sur certaines individualités. Et puis il y a quelque chose qui a changé, c'est la jeunesse au pouvoir. Et quelque part, lorsque le Barça est en crise, notamment financière, et lorsque le Barça s'appuie sur sa Masia, c'est un Barça qui revit. Et ça, on va en parler. On va en parler, mon Manu. Avant que je te lance Thomas sur la compo probable pour affronter le Paris Saint-Germain, faut savoir que le El Mundo Deportivo, le journal tu vas faire tous les accents comme ça. Dès que je le maîtrise, je le fais. Voilà, c'est voulu. Vivement l'Euro. Ah ouais, parce que moi, j'allais dire vivement la. En Allemagne. Non, la coupe de. La CAN, moi, j'allais dire, avec Tom. On va se régaler, hein. Si tu fais tous les accents comme ça, on va se régaler. On rappelle que t'es quand même un imitateur exceptionnel de tous les accents. Il y en a un qui a eu la Légion d'honneur pour ça, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ils ont annoncé que Pedri et De Jong seraient de retour, un peu court, mais qui seraient sur le banc. Et donc, quand on voit cette compo, donc avec Kobarsi, Araujo en charnière centrale, Koundé, Cancelo sur les côtés, Fermin Lopez, le jeune Fermin Lopez au milieu de terrain, avec Christensen et Gundogan, Lamine Yamal devant, Lewandowski et Rafinha. Toi, quand tu vois cette compo, Thomas, qu'est-ce qui en ressort? On va parler de la jeunesse tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, bien sûr. Je te laisse la jeunesse si tu veux avec Manu, il adore ça. Moi, je vais plutôt aller sur l'expérience et parler des deux tauliers, des trois tauliers. Manu Lahaye. Non, mais pas besoin de préciser. Pardon, ça ne rentrons pas dans les détails. Belle émission de beauf, bravo. Comptoir. Ter Stegen, valeur sûre, bien sûr, au club depuis longtemps, on connaît sa valeur exceptionnelle. Lewandowski, je vous la laisserai aussi tout à l'heure, tout dépendra aussi à la Mbappé, efficace, pas efficace. Mais pour moi, l'homme socle de cet effectif, c'est Gundogan. L'expérience, le leadership, la technique, on peut rajouter aussi les pénaux si Lewandowski veut les laisser, mais tireur exceptionnel de pénaux, vainqueur de la Ligue des Champions. Gundogan, c'est l'homme de base de tout ça, et si Gundogan est à son niveau, il y a aucun doute qu'il le soit pas, le Barça aura forcément une chance. Oui. Voilà, donc parfois le foot c'est aussi ça, c'est les individualités qui vont faire relever le collectif dans les temps faibles. C'est le moment un peu clé où on va mettre la bonne frappe, etc. Et contre Naples, il a été excellent. Donc ouais, moi j'ai envie de retirer ça quand même. Tu parles beaucoup des jeunes, t'as raison, mais quand même une ligne, une colonne vertébrale de vrais gars. Il y a une colonne vertébrale de vrais gars, Araujo, Gundogan, évidemment Manu, Lewandowski. Alors Lewandowski n'est plus le Lewandowski d'antan, il s'est vraiment moulé, on va dire, dans le collectif, pour pas dire qu'il est moins efficace, mais c'est un joueur qui a l'expérience, qui a déjà gagné la Coupe d'Europe et qui dans les grands matchs généralement se cache rarement. Clairement, Robert Lewandowski, même s'il est très critiqué depuis son départ, son arrivée au FC Barcelone, ça reste le facteur X aussi également en bout de course, on va dire, de cette équipe. On peut pas imaginer que Robert Lewandowski passe à côté, en tout cas, de 2 matchs en quart de finale de Ligue des Champions. Maintenant, il faut voir l'animation aussi autour de lui. C'est ce qui a un petit peu pêché, on va dire, depuis son arrivée en Catalogne. On va quand même se concentrer, t'en parler sur les jeunes, parce que les jeunes formés à la Masia sont ceux qui permettent au Barça aujourd'hui d'être bons. On pense à Lamine Yamal, qui avait débuté la saison dernière à 15 ans, qui était un record, c'est exceptionnel. Pau Cubarsí derrière, qui est un défenseur central génial. On en parlera avec Manu, qui l'adore. Hector Ford également, Marc Guiu et Fermin Lopez, qui est le jeune en forme à 20 ans de cet effectif. À côté de ça, Pedri, Gavi, De Jong sont vieux, quoi. Ils sont vieux maintenant. Ils sont vieux, les mecs. On peut pas avoir le permis aux States, mais par contre, ils sont vieux. Alors, ils sont pas majeurs aux States. Gavi, il a 19 ans, mais on en parlera pas aujourd'hui. Mais tu le disais, la Masia sauve un peu ce Barça. Ils reviennent en fait à leurs premiers amours, la formation. Honnêtement, quand on faisait la classe foot il y a quelques années et que la situation du Barça est un petit peu déliquescent, en déclin en tout cas. Ça marcherait encore mieux d'ailleurs. C'est beaucoup plus compréhensible. On disait souvent qu'il y avait des erreurs de recrutement, d'investissement, mais surtout qu'il n'y avait plus aucun joueur qui sortait justement de cette masia. Je pense à Ousmane Dembélé peut-être. Voilà. Et Griezmann. On se rappelle que justement Bartomeu, l'ancien président, voulait changer l'ADN un petit peu de cette Masia, ce qui avait créé des conflits, que les jeunes n'avaient plus leur chance aussi au sein de l'effectif. Et on voit qu'avec les difficultés financières, mais ça avait été le cas notamment lors de la dernière crise financière, je crois en 2008, si je dis pas de bêtises, lors de la crise des subprimes, où les clubs espagnols avaient été très touchés. Avec Manu, on passe de Wall Street parce que les clubs avaient été touchés, et justement le football espagnol s'était réinventé en faisant appel à leur centre de formation. Alors, est-ce que on travaille mieux du côté de la Masia, ou est-ce que
ces jeunes ont plus de place. Tu pourrais dire, quand tu vois le petit Yamal et Koubarsi qui travaillent quand même un petit peu mieux qu'il y a quelques années, et tu pourrais voir aussi également avec la présence de Fermin Lopez qu'un joueur de 20 ans, tous les formateurs de Fermin Lopez disent qu'il n'avait pas sa place au FC Barcelone. C'est un garçon d'ailleurs qui est parti en prêt assez tôt et qu'on a rappelé parce qu'il y avait ses manques dans l'effectif et qu'il était là pour faire le nombre. Et mine de rien, aujourd'hui, il fait mieux que faire le nombre. On l'a vu buteur face à Naples et on l'a vu très en forme, notamment sur les derniers matchs du FC Barcelone en championnat. Donc c'est là où c'est véritablement intéressant, c'est quand un club renoue avec son ADN, il y a une part de réussite, mais il y a des joueurs incroyables. Koubarsi, pour moi, peut être un élément clé aussi de ce FC Barcelone. On imagine que le PSG va aller presser très très haut cette équipe du FC Barcelone, et quand tu vois la qualité de relance, notamment sur le jeu long et jeu mi-long de Koubarsi, ça avait été le cas contre Naples, c'est lui qui avait complètement aéré, qui avait fait sauter cette première ligne de pressing. Donc c'est des garçons qui vont être importants, qui vont avoir leur rôle clé à jouer et qui font partie aussi, c'est ça qui est intéressant dans le côté mental, c'est eux qui font partie de ce sursaut du FC Barcelone. Koubarsi, Yamal, c'est des garçons qui, au moment où le FC Barcelone a plongé, cette élimination en Coupe du Roi, la défaite notamment contre le Real, c'est ces mecs-là qui ont fait partie du sursaut barcelonais. Ça montre que mentalement, ils sont prêts. On peut peut-être pas en attendre autant que de joueurs de 25 ans, mais mentalement, ils ont montré en tout cas qu'ils avaient, tu vois, cette force en tout cas pour ramener le Barça au premier plan. T'as parlé d'un élément clé, ça fait la parfaite transition pour regarder les clés de ce match quand même, et on en profitera pour parler d'autres joueurs du Barça. On l'a vu, il y a la première clé, c'est Mbappé vs Araujo. On peut mettre slash Jules Koundé qui est en grande forme. Aujourd'hui, évidemment, le rêve c'est de pocket Mbappé comme on dit, mais d'expérience, à part Walker qui l'a fait une saison, c'est très dur, surtout que c'est des profils plus grands, moins rapides que notre ami Walker. C'est très dur de pocket Mbappé. Ouais, c'est pratiquement impossible, hein. Personne n'y arrive, t'as raison. Ou alors faut défendre bas, il faut défendre à plusieurs. Voilà. Ça. Est-ce que ça c'est l'ADN du Barça? J'ai pas la sensation. Donc si tu veux battre Mbappé, on en a parlé tout à l'heure, en jouant haut et en lui laissant de la profondeur, tu vas être peut-être pas battu, mais en tout cas tu lui laisseras des situations comme Rennes, là, de 1 contre 1 avec ton arrière droit ou ton central droit. Et à partir du moment où il y a 1 contre 1, il vaut mieux avoir Mandanda. On la connaît. Il vaut mieux avoir Steph dans les cages, t'as raison. Okay. Donc voilà, donc, si le Barça veut jouer à ce jeu-là, c'est le pire jeu possible, et c'est là où il est le meilleur, avec de l'espace, avec un défenseur qui est obligé de faire un choix, rentrer à l'intérieur, croiser, je sais jamais, mais en tout cas feinter le gardien. Non mais t'as entièrement raison. Moi, au-delà d'un match dans le match, je pense que c'est plus une question tactique, une question d'animation. Comment tu peux annihiler aujourd'hui Kylian Mbappé? Ça peut être une prise à 2, ça peut être en laissant moins d'espace bien sûr dans ton dos, et je pense qu'aussi ça va être la gestion des temps forts, temps faibles du côté du FC Barcelone. On se rappelle du match de poule contre le Bayern où le Barça fait une première période absolument incroyable, ils peuvent marquer 2-3 buts, ils ne le font pas, ils sont pas efficaces, et derrière sur des sautes de concentration ils en encaissent 2 et ils perdent ce match. Donc typiquement avec Kylian Mbappé, c'est là-dessus il va falloir être très concentré. La deuxième clé de ce match, tu as commencé à en parler, c'est le pressing parisien qui est très très bon cette année sous les ordres de Luis Enrique, et il va falloir mettre la pression sur des jeunes joueurs mine de rien du Barça. Je pense à Fermin Lopez qui est un très bon joueur mais qui perd des ballons par manque d'expérience. C'est normal, il a seulement 20 ans. Par contre, tu voulais en parler, derrière il y a un défenseur central qui relance très bien et qui peut casser ce pressing haut et du coup derrière punir en plus avec la transition Cancelo. Attention à pas se brûler les ailes. En fait, c'est ce qu'on peut imaginer à quelle entame de match on va assister entre le PSG et Barça justement la semaine prochaine. On peut partir du principe qu'avec cette jeune équipe barcelonaise, Luis Enrique va tout de suite essayer d'aller les presser le plus haut possible, le fameux contre-pressing, le récupérer le plus haut pour essayer d'aller apporter le danger. C'est ce que réussit très très bien à faire le Paris Saint-Germain ces dernières semaines et ces derniers mois. Et quelque part, tu vas avoir aussi un quart de finale à jouer pour des gamins de 17 ans, 16 ans. Alors, ils n'ont pas tous cet âge-là, tu l'as très bien rappelé tout à l'heure. Mais il va y avoir l'enfer entre guillemets du parc, qui est quand même, on peut le dire, l'une des ambiances les plus chaudes aussi également en Europe. Donc ce pressing cumulé justement à cette poudrière un petit peu que peut être le Parc des Princes, je pense que ça nous donne très clairement les intentions du premier quart d'heure du Paris Saint-Germain. Comment vont réagir ces joueurs-là? Ça sera le grand point d'interrogation. Maintenant, il y a des armes. Koubarsi, on en a parlé tout à l'heure. La relance, absolument exceptionnelle. Une belle protection de corps. On sait que face à Naples, comme ça, qui était allé agresser cette défense barcelonaise, par le jeu long, par le jeu mi-long, il a réussi justement à permettre à son équipe de sortir du pressing. Et ça peut être une clé très, très, très importante et qui peut déstabiliser Paris Saint-Germain. Dans le pressing, il y a quand même un truc important, c'est que Koubarsi
merci, il faut arriver à ce que ton attaquant, donc on n'a pas parlé de Gonzalo Ramos par exemple, qui pourrait être dans le 11, ou Asensio, qui sont des gars qui ne lâchent rien, etc., doivent viser ce mec-là pour l'empêcher et essayer d'aller toucher Christensen, qui est clairement un ton en dessous techniquement que les autres. Et donc, si lui a la balle et si c'est à lui que tu demandes de faire les premières relances ou casser les lignes, là, tu vas peut-être gagner ton combat tactique. La dernière clé, c'était la bataille des coachs. On en a beaucoup parlé. Thomas, je me tourne vers toi. On part quand même sur un avantage Luis Enrique, qui a gagné la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Ça fait 3 ans qu'il est là, Xavi, même si on savait que c'était un ordinateur sur le terrain et qu'il avait tout pour être coach ensuite. Bien sûr, Luis Enrique a plus d'expérience et il apporte quand même, en tout cas pour l'instant, cette espèce de sérénité, tu viens de le dire, de calme, en disant les gars, je sais que vous êtes un club sinistré, et tout le monde le sait, on sait que dans la tête et les grandes culottes blanches rayées d'une trace de pneu, il y en a beaucoup au musée du PSG. Et j'en suis responsable aussi. Et je suis le premier responsable, bien sûr c'était le coach de la remontada. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas lui fait à la fois paratonnerre, son boulard lui permet de prendre la lumière et de dégager du coup de la sérénité pour ses joueurs. Il y a absolument tout pour que ce soit un grand coach dans les moments clés de Ligue des Champions du PSG. Très bien les gars, on a été très complet. On va regarder, on avait posé la question sur les réseaux sociaux, le sondage, qui va se qualifier, et après je vous poserai la question les gars autour de la table, qui va se qualifier selon les suiveurs de FT Sport. C'est le FC, le PSG, le FC PSG à 62%, donc plutôt confiant. Les gars, je vous pose la question déjà, qui gagne le match aller, et après qui se qualifie s'il vous plaît? Paris gagne à l'aller, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Ouais. C'est le retour, pas de mauvaise surprise. C'est le retour qui nous fait tous un peu peur. Ouais, clairement, t'as raison. Après, il y a un truc, tu vois, dans ces deux matchs, j'ai la sensation qu'on va pas avoir de match fermé, qu'il va y avoir des buts et qu'il va y avoir des retournements de situation. Tu vois, il y a une équipe qui sera qualifiée à un moment donné, l'autre, et peut-être plusieurs fois sur les deux matchs. Donc déjà, si le Barça mène 1-0, il reste encore 3 mi-temps, les gars. Donc, faut y croire encore un petit peu. Ouais, match très serré, je suis d'accord avec toi. Victoire de Paris, tu peux gagner 1-0, 2-0 même, je verrais bien. Ce serait bien. Je verrais bien une victoire. Par contre, 2 buts, c'est important, t'as raison. Ouais. 2-0, même s'il y a plutôt de l'extérieur. 2-0 au parc, mais tu trembles un petit peu. Qualification du PSG des deux côtés. Moi, je vais pas dire l'inverse, moi. 2-0 Paris à l'aller et 2-1 Barcelone. C'est à toi de nous dire, toi le Lyonnais, parce que moi je suis là, gros, je suis PSG, je vais pas dire ouais, le Barça 3-0. Moi je vois une qualification du PSG. Également, je sens un effectif supérieur et je sens surtout le facteur Mbappé, on en parlait, qui risque de faire très mal. On rappelle que la dernière fois qu'il les a joués, il a mis un triplé à l'aller, un triplé à l'aller et un quadruplé. Il faudrait pas que ça soit la dernière fois qu'il porte le maillot du PSG en Ligue des Champions. Non, un classico avant l'heure. Les gars, on se fait un petit quiz. Je vais zoomer un joueur de foot et ça va se dézoomer et il faut le trouver. Normalement, j'ai pas besoin forcément de vous donner un indice. C'est un joueur du Barça, vous le voyez. Romario, non? Non, c'est pas Romario. Je te dirai quand c'est lui. Les attends. joueurs du Barça, est-ce que vous reconnaissez un peu le maillot? Oui, c'est Ronaldo? Ouais, C'est pas Ronaldo. Ah non, c'est Pep Guardiola. Non, c'est pas Pep Guardiola. On cherche un attaquant, qui est venu en France par la suite. Sonny Anderson. Sonny Anderson, oui. En plus, on la connaît cette photo. Oui, Sonny Anderson, qui ressemble à un jeune Brésilien. À Rivaldo. Qui ressemble à Rivaldo. Bah oui, Sonny. Qui a du ballon. Bravo les gars. Pour finir cette joueur. émission, un petit tweet. On se tweet comme on dit. Un petit tweet marrant qui a été trouvé en rapport avec le match, qui a été sélectionné par Imen. Les responsables de la Masia qui vont arracher 20 gamins des bras de leurs parents pour former un amour avant d'affronter le PSG. Exceptionnel. En hommage. Ce sont les Simpsons. Ce sont les Simpsons. C'est pas des images d'archives, c'est les Simpsons. Quel bon tweet qui a fait un énorme buzz. Voilà les gars. En tout cas, merci Tom, bravo. Ça fait merci plaisir Tom. ce retour du foot, cette petite pression de la Ligue des Champions. Match aller mercredi, et puis nous on fait une émission dès vendredi prochain pour l'entre-deux-tours. Et puis dimanche on fait aussi la preview avec Arwan de Benfica OM. Donc soyez là, voilà, le foot est de retour, profitez-en, on va se régaler.